Le CAC 40, comme l'ensemble des bourses mondiales qui a enchaîné les records ces derniers jours. Troisième semaine d'affilée de hausse. La semaine dernière pour le CAC 40. On rebaisse un petit peu aujourd'hui autour des 7950 points. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin pour Albatros Capital. On se dit quoi? Quasiment un peu moins de 6% de hausse depuis le début de l'année. On se dit que c'est justifié pour le CAC 40 au regard de cette bonne saison de résultats qu'on a eue. Des marges qui résistent à des niveaux élevés, des bénéfices qui sont en hausse. C'est justifié d'un point de vue microéconomique quand on voit la bonne santé des boîtes du CAC 40? Oui, ça c'est effectivement le côté positif, mais il y a l'autre dimension qui est l'évolution du marché obligataire. Il faut se recaler au fond sur le mouvement qu'on a connu depuis fin octobre. Novembre-décembre, on a une forte progression des marchés obligataires, forte progression des marchés actions qui accompagne le mouvement du marché obligataire. Donc il y a une corrélation 1 pour 1. Ouais, là, aujourd'hui, chacun vit sa vie. Hein. Et voilà. Marché action d'un côté, marché obligataire de l'autre. Voilà, c'est ça. Il y a une divergence totale. Si on avait le même type de corrélation que sur les 2 derniers mois de l'année 2023, le marché aurait dû baisser depuis le début de l'année d'une dizaine de pourcents. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que le marché action se désolidarise entre guillemets du marché obligataire? Parce qu'il y a tout ce contexte, on va dire, d'espérance lié à, au fond, un point bas conjoncturel sur fin 2023 et une amélioration au cours de l'année 2024. Il y a l'espérance sur la partie obligataire, baisse des taux courts, mais on voit bien que là... Moindre espérance. Moindre espérance, mais ça demeure. Au fond, le marché action se dit, peu importe la séquence de... Est-ce que la baisse des taux courts aura lieu en mars, en juin, peu importe, le point haut des taux courts est derrière nous. Ouais, et ça, c'est une certitude. Voilà, c'est une certitude. Et au fond, c'est ce facteur-là qui explique cette divergence. C'est-à-dire que les marchés étaient surliquides, il y avait une panique à l'achat sur la partie obligataire sur les 2 derniers mois de l'année 2023. Et il y a un début de panique à l'achat, bon, il faut rester tempéré, sur la partie action, parce que les gestions institutionnelles à travers le monde sont en excess cash. Et donc réallouent progressivement. Et le point central, c'est quand même que le scénario de hard landing, d'atterrissage sévère, de récession aux États-Unis s'éloigne. Le soft landing prend de plus en plus d'importance. Et enfin, ce qui est le plus amusant, c'est que le no landing, c'est-à-dire devient aujourd'hui un scénario possible. Devient un scénario possible qu'il n'était pas à la fin de l'année dernière. Donc cette conjonction liée à des publications de résultats sur certains secteurs, parce que c'est peut-être pas global. Sur le marché américain, on voit que c'est notamment les technos avec l'emblématique Nvidia. Oui, mais juste, pardon, je vous coupe, mais qu'Nvidia, encore une fois, super résultat, rien à dire, tip top, c'est très bien Nvidia. Mais juste, pourquoi quand Nvidia flambe, le CAC 40 flambe aussi? J'ai du mal à comprendre. Quel est le lien, encore une fois, entre les deux? Pour le commun des mortels, ça n'a rien d'évident. C'est l'annon, alors. Je suis effectivement très, très prudent sur cette dimension-là. Nvidia serait, au fond, l'avant-garde d'une révolution technologique productive comparable à ce qu'on a connu au milieu des années 90 avec l'arrivée d'Internet, au fond. Et beaucoup d'observateurs, notamment aux États-Unis, commencent à le faire en Europe, font une comparaison avec la séquence 93, 94, 95. Internet commence à diffuser, la bulle techno va se généraliser à partir de 95-96 jusqu'à 2000, et la Fédérale Réserve, on est dans une récession aux États-Unis, et pourtant Internet est en train de diffuser. Et donc il y a cette comparaison qui est en train d'être faite, Nvidia, l'intelligence artificielle, générative, tout ça, et le patron de ChatGPT, quand même, il y a 2 semaines, c'est un article du Financial Times, quand même, s'est répandu sur le fait qu'il essayait de constituer un tour de table à l'échelle mondiale sur un projet d'investissement dans la partie écosystème intelligence artificielle de 7 000 milliards de dollars. Donc ça a quand même donné aux gnomes à travers la planète l'idée qu'il y avait peut-être il se passe quelque chose, voilà. Et donc peut-être qu'il y a au fond cette idée que au-delà de la conjoncture, post-Covid, post-conflit russo-ukrainien, il y a une évolution possible en termes de productivité. Et s'il y a une évolution possible en termes de productivité, l'un des lieux où tu capitalises cette vague de productivité, ce sont les actions, et principalement dans les actions, les valeurs technologiques. Oui. Ouais, après, on a des patrons du CAC 40 quand même qui se sont montrés assez prudents sur leurs prévisions, prudemment optimistes pour l'année en cours. Oui, et c'est le point, moi c'est le point qui me fait très, très réservé sur la hausse depuis quelques semaines. C'est qu'effectivement, quand on regarde dans le détail les publications... 2023, c'est top. Oui, d'accord, c'est bon. Mais on voit que les effets volume restent
négatif, on voit que les marges, si on prend le CAC 40, on prend les valeurs non financières du CAC 40, si on prend le résultat d'exploitation entre 2023 et 2024, il ne bouge pas. Et avec un chiffre d'affaires qui a tendance... Enfin, 2024, c'est les prévisions. Oui, c'est les prévisions. Oui, je parle des prévisions. Voilà, c'est ça. Je parle des prévisions face aux publications 2023. Là, on a le consensus s'est ajusté et il n'y a quasiment plus aucune progression. On pourra quand même malgré tout avoir sur certaines valeurs des progressions earnings, mais globalement, parce que après c'est rapporté au nombre d'actions, si tu as des rachats d'actions, tu peux quand même faire progresser les earnings par les bénéfices nets par action. Mais globalement, il n'y a plus de progression. Donc effectivement, sur les agrégats, on a un chiffre d'affaires effet volume négatif, un effet prix qui reste positif, mais beaucoup plus faible que par les années passées, de 2-3%. Et sur 2025, il n'y a plus d'effet volume, plus d'effet prix et peut-être un début d'effet volume, mais plus d'effet prix. Et donc ça, c'est une indication sur peut-être que les marges, justement, qui sont pour l'instant sur des niveaux élevés et qu'on n'a pas vu. Grâce à l'effet prix. Grâce à l'effet prix, peut-être que justement le consensus est peut-être un peu optimiste sur l'évolution des marges sur 2025-2026. Et donc là, ça va trop vite. Pour moi, ça va trop vite, oui, parce que le marché s'est vraiment décorrélé du marché obligataire de manière trop marquée. Qu'il joue la partie action, c'est normal, mais qu'il se décorrèle à ce point-là, sur un mouvement qui l'a précédé où il y avait une très forte corrélation, semble indiquer qu'il y a un peu de panique à l'achat. Et moi, je serais très prudent sur les prochaines semaines parce que le marché est... Donc le potentiel de hausse, quand on est à quelques encablures et dizaines de points, de 8000, du seuil, il est quasi nul. Il est nul pour les prochaines semaines ou le trimestre à venir. Ça ne veut pas dire que le marché est dans une bulle. Ça n'a rien. La bulle, c'est autre chose. C'est une surévaluation spectaculaire où tu as un risque de baisse de, je ne sais pas, 40% sur certains secteurs. On n'est pas là. Mais on est probablement sur le marché à préempter trop vite dans une espèce d'euphorie dont on sent bien, depuis le début de l'année, on a des variations qui sont un peu surprenantes, on sent bien qu'il y a... Et donc, on est un peu... c'est la fête, d'une certaine façon, sur le pont du Titanic, si j'ose dire. Et on a été un peu trop vite en besogne. Donc là, effectivement, sur les niveaux actuels, moi, je resterai très prudent et je continuerai à jouer, bon, pour l'instant, c'est plutôt un échec, je continuerai à jouer les secteurs cycliques, plus que les secteurs consuméristes. Ah oui. Pour l'instant, ça ne paye pas. Ce qui paye, c'est la tech. Que je voilà, exactement, c'est la tech. Les résultats d'NVIDIA sont extraordinaires. Après, on a le PER, j'ai vu un PER de 100. Non. Sur NVIDIA, non, c'est pas... oui, en instantané, mais le problème d'NVIDIA, c'est qu'il faut... La dynamique de croissance de chiffre d'affaires est quasiment multipliée par... sur 3 ans, il est multiplié par 70. Donc c'est le chiffre d'affaires d'NVIDIA. Ouais. Donc ça te donne l'idée. Ils sont en situation de quasiment monopole. La question aujourd'hui pour... Combien de temps ça va durer ? Combien de temps ça va durer ? Et à mon avis, ça ne va pas durer très très longtemps. Mais pour l'instant, ça dure. Pour l'instant, ça dure. Il n'y a pas pour l'instant de concurrent. NVIDIA, dans son communiqué, tu sais, qui dépose tous les trimestres à la SEC un rapport trimestriel avec des recommandations. Ils ont mentionné pour la première fois le nom de Huawei comme un concurrent significatif pour eux. Donc, Huawei, c'est pas AMD, c'est en Chine, voilà. Mais donc, il y a bien la concurrence va arriver. Et donc, la valorisation probablement d'NVIDIA et les extrapolations des analystes sur 2024, ça me semble jouer parce que là, c'est du carnet de commandes, mais 2025-2026, là, est entaché d'un gros risque parce qu'il suffit qu'un acteur du secteur des semi-conducteurs propose une alternative performante aux puces de NVIDIA pour que la donne change significativement. C'est trop tard pour monter dans le train NVIDIA, c'est trop tard. Ça me semble, sauf à parier que NVIDIA n'est pas sur les 2-3 prochaines années de concurrents dignes de ce nom et qu'il n'y ait pas d'alternative. Exactement. C'est un pari qu'on peut prendre. C'est un pari qu'on peut prendre. Pour l'instant, il semble payant. Oui, largement. Mais attention. Moi, je ne prendrai pas ce pari, justement. En tout cas, c'est trop tard pour le prendre. Voilà, c'est trop tard pour le prendre. Et donc, pour en revenir au marché, je crois qu'effectivement, en termes conjoncturels, il a été trop vite. Notamment, l'année 2024 reste compliquée sur la séquence monétaire. Reste compliquée, même sur les publications, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de récession bénéficiaire, mais il y a plutôt une stagnation bénéficiaire. Donc, qui ne justifie pas que le marché ne regarde pas ce qui se passe sur la partie obligataire, sur son compte financement. Et la partie obligataire, ça s'est dégradé.
Donc on a repris combien depuis les points bas? Je me rappelle, on était sur le 10 ans américain, on était à 4%. On est monté à 5 en novembre, on est descendu à 4. Moins de 4, on est à 4,30, c'est ça. On est à 4,30, c'est surtout sur la partie européenne où le mouvement est plus significatif, bizarrement. Et on a globalement, si tu veux, l'ensemble des marchés obligataires occidentaux ont perdu à un tiers de la progression qu'ils avaient fait entre fin octobre et fin décembre. Rien de dramatique non plus. Non, d'accord, mais les marchés actions l'ont complètement ignoré. Ça, c'est vrai. Et donc, si tu veux, rien que ça, on aurait dû avoir un reflux entre 5 et 10%. Parce que de l'autre côté, les bénéfices en instantané, il n'y a pas de révision haussière, ni sur les chiffres d'affaires, ni sur les perspectives bénéficiaires. Donc, si tu veux, si tu as des chiffres d'affaires qui sont en effet volume négatif et des marges ne s'effondrent pas, mais qui continuent à s'éroder un peu comme de la neige fond sous le soleil. Cette saison. Voilà, cette saison. Eh bien, il n'y a pas de raison tu vois, qu'on ait une telle variation de la prime de risque. Il faut quand même voir que depuis fin octobre, la progression en PE du CAC 40, c'est 2,5 points de PE. 2,5 points de PE sur un earnings. On est à combien aujourd'hui en absolu? On est à 15 en Ça commence. Il n'y a pas de surévaluation, ce n'est pas la bulle techno, ça n'a rien à voir. Mais ça commence à devenir, vu les facteurs de risque qui demeurent, je trouve que ça commence à devenir un peu. Donc moi, je serai prudent sur les prochains mois. Ça ne veut pas dire, je ne parle pas de bulle techno, je ne parle pas de tout ça. Non, les marchés ne sont pas surévalués parce que justement, comme tu le disais, les marges sont élevées. Elles sont à 14%, les marges d'exploitation sur le CAC 40. Alors certes, avec beaucoup de luxe, alors que précédemment, elles étaient plutôt aux alentours de 10,5, 11. Donc elles ont gagné 2,5, 3 points. Tu vois, c'est significatif. Merci l'inflation. Voilà. Même si on compare par rapport à 2019, c'est-à-dire pré-Covid, les chiffres d'affaires a progressé globalement de 50%, les marges d'exploitation, les résultats d'exploitation ont progressé entre 70 et 80%, et la capitalisation n'a progressé que de moins de 50% en cumulé. Ouais. Donc, si tu veux, le marché est moins cher qu'il n'était au 31 décembre 2019. Ouais. Par contre, en 31 décembre 2019, les taux n'étaient pas sur les niveaux actuels, et l'inflation n'était pas. Donc, voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Mais il y aura à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait réalignement entre marché action et marché obligation. Et donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra, donc je ne dis pas vendez tout et aller partir en vacances, mais peut-être couvrir des positions, c'est pas une mauvaise idée, ou prendre quelques bénéfices, ça me semble de bonne aloi pour les prochaines. En bon père de famille. Hein. Voilà, en quelque sorte. Merci beaucoup. Point de vue signé Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Merci. Merci David. Salut.